Bonjour à toutes et à tous, Yann Le Gall de chez K de France. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je vais nous laisser encore quelques secondes pour commencer avant de vous présenter la thématique d'aujourd'hui et vous dérouler l'agenda pour que les derniers retardataires ou les derniers arrivants, on va parler encore de retardataires, puissent nous rejoindre et qu'on puisse démarrer le webinaire. Bon bah écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite ce webinaire. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session. J'aurai le plaisir de co-animer cette session aujourd'hui avec Thomas Pozzo di Borgo. Bonjour, moi je suis ingénieur avant-vente pour K de France et donc je vais être plutôt en charge de la partie démonstration de l'outil dans un second temps. Et pour ma part, Yann Le Gall, donc responsable commercial chez K de France, et j'aurai le plaisir d'introduire un petit peu le sujet, vous présenter euh, certains retours d'expérience et puis co-animer un petit peu la présentation de la plateforme avec Thomas tout au long de cette présentation. Alors un sujet aujourd'hui autour de la digitalisation des processus CAPEX, des demandes d'investissement. On va essayer de vous débroussailler un petit peu le chemin de toute cette thématique autour de leur digitalisation et essayer de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans votre stratégie. Alors, je vais vous proposer tout de suite de parcourir l'agenda de cette session. On va être sur un format d'une heure. On va essayer de tenir avec Thomas et de tout faire rentrer. Une petite introduction donc autour de quelques chiffres pour vous présenter la thématique. On souhaitait pouvoir insister tout de suite sur deux retours d'expérience, deux clients, deux super retours d'expérience de clients K2 qui ont eu ces problématiques et de voir un petit peu comment ils ont pu y répondre. Ensuite, on vous présentera la plateforme avec Thomas. On a, euh, on a pensé un petit format un petit peu dynamique. On espère que vous apprécierez de notre approche. Et puis Thomas prendra le relais pour vous faire la super démo autour d'une demande d'investissement. Et puis on se gardera un petit temps tous ensemble pour pouvoir répondre à vos questions. J'en profite, vous avez alors d'une part le chat en bas à droite, n'hésitez pas à nous faire des remarques, des humeurs, des impressions, ce que vous voulez. Et puis vous avez aussi un onglet questions que vous pouvez utiliser pour nous poser des questions tout au long du webinaire. Si on a le temps, si ça s'y prête, on y répondra, on essaiera d'y répondre tant que faire se peut en temps réel. Et puis sinon, on réabordera toutes ces thématiques et vous pourrez aussi poser d'autres questions en fin de webinaire. Pour ne pas oublier, je vous solliciterai aussi, restez attentifs puisque tout au long du webinaire, on gardera des petits temps pour vous poser des questions en temps réel. On va faire des petits sondages auxquels vous aurez l'opportunité de participer pour en savoir un petit peu plus sur vous puisque on va beaucoup parler avec Thomas aujourd'hui et donc on va vous permettre aussi de pouvoir participer un petit peu au webinaire. Bien, bah écoutez, ça a permis aux derniers participants de pouvoir se connecter. Je vous propose qu'on enchaîne directement et qu'on introduise le sujet. Alors, si vous vous demandiez pourquoi est-ce que vous êtes au bon endroit ou pourquoi on a abordé cette thématique? On a pris l'exemple d'une étude toute récente de Price, très intéressante. Elle vient de sortir, hein, elle date du mois de mai. Ça fait suite à une étude que vous connaissez peut-être qui s'appelle Procurement 4.0. L'idée ici, c'était de se dire, OK, on fait une thématique autour de la digitalisation des CAPEX. Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui pour nos clients et nos prospects? Et oui, force est de constater, ce qu'on voit, c'est que d'une part, c'est la priorité des directions achats en France et c'est le cas aussi en Europe, cette optimisation des processus pour plein de raisons. D'une part, pour des raisons de compétitivité, il faut garder une longueur d'avance ou rester à niveau de la concurrence et toujours avoir à disposition les derniers outils pour être compétitif. Et puis on le voit également dans la stratégie, on parle depuis longtemps de transformation digitale et une fois qu'on a pu finalement mettre en place les différentes briques structurantes de son système d'information, je pense comme ça spontanément, un CRM, un ERP, etc., des vraiment des grosses briques, et ben on a besoin d'être à un niveau de granularité un petit peu inférieur et de répondre à des besoins vraiment du métier opérationnel. Et évidemment, les directions financières, toutes les thématiques autour de la digitalisation des processus de CAPEX en font partie et sont vraiment typiques et un petit peu, je dirais, des cas d'école de ces besoins de digitalisation. Et à ne pas s'y tromper, les trois quarts des directeurs financiers, vous le voyez aussi dans la première statistique, euh, on en fait leur priorité autour de cette automatisation et cette digitalisation pour les raisons qu'on vient d'aborder. Donc c'est vraiment une thématique qui est très prégnante. Donc rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. On va vraiment aborder ces thématiques et c'est sûrement des enjeux auxquels vous devez faire face dans votre organisation. Alors, ce dont on se rend compte aujourd'hui, vraiment, on a pris aussi cette thématique parce que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qu'on a constamment, peut-être pas une fois sur deux quand on a une demande de nos clients, mais c'est vraiment aujourd'hui une forte demande qu'on peut avoir en termes de réponse, apporter des solutions à ces enjeux pour plusieurs raisons.
La première, c'est qu'on a aujourd'hui, et, et vous le verrez tout à l'heure, on vous posera la question aussi, mais ce qu'on voit, ce qu'on constate de manière fréquente, c'est qu'aujourd'hui, les CAPEX sont gérés soit par papier, parfois même juste par email, mais enfin disons au moins par papier, par Excel. Donc là, évidemment, vous vous doutez faut aller chercher la bonne version dans l'intranet, en général dans la 4e fenêtre, dans un onglet un petit peu obscur, enfin toujours impossible d'avoir la dernière version du bon fichier. Donc évidemment, on va pas pouvoir mener à bien notre demande d'investissement, il va falloir la refaire, on perd du temps, etc. Enfin bref. Vous avez aussi la possibilité, souvent dans vos ERP, d'avoir cette option qui est disponible. Alors du coup, ça vous contraint à utiliser la manière dont l'ERP est fait pour pouvoir gérer ce processus CAPEX, qui n'est pas forcément la manière dont vous souhaitez le faire, ou alors la manière dont il est orchestré aujourd'hui dans votre organisation. Et puis après, derrière, vous auriez aussi la possibilité éventuellement de le faire via développement spécifique, c'est souvent le cas avec l'ERP, ou après d'aller chercher un produit sur étagère, mais on y reviendra. Alors, tout ça, évidemment, les conséquences de cette gestion que vous en faites aujourd'hui, c'est le manque de visibilité, la perte de temps, la perte d'infos, puisque on l'a un petit peu abordé tout à l'heure avec le papier, avec le fichier Excel, tout ça est long. Bien souvent, en plus, si vous avez de la chance, le fichier Excel, il va falloir l'imprimer, le rescanner, l'envoyer par email, j'en passe. Courir après votre manager, savoir s'il l'a validé. Enfin bon, il va pas pouvoir, évidemment, s'il veut le valider depuis son téléphone, autant vous dire que ça va être compliqué. Ça nous amène à d'autres enjeux autour de la mobilité. Évidemment, aujourd'hui, on est de plus en plus mobile, on est chez les clients, on est à l'étranger, on est en déplacement, on fait peut-être du home office, on doit pouvoir adapter la façon dont on travaille. Et puis, alors, le processus CAPEX, j'ai envie de dire, c'est un peu encore le cas d'usage classique, la gouvernance liée à ces CAPEX. Pouvoir gérer des seuils de validation. On parle parfois de millions d'euros qui sont en jeu dans le cadre de ces demandes d'investissement. Il faut avoir une gouvernance qui soit claire, qui soit structurée, et on doit pouvoir le mettre en place. Et à travers une gestion papier, ou une gestion via Excel, c'est évidemment pas possible de pouvoir gérer de bout en bout correctement la manière dont on souhaite orchestrer ces demandes et pour pouvoir gérer correctement les différents seuils de validation et d'intervention. Alors, nous, la solution qu'on aimerait vous proposer aujourd'hui avec Thomas, on est là pour essayer de vous apporter des solutions, c'est de passer par une plateforme, ce qu'on appelle aujourd'hui low code. Une plateforme low code, même une plateforme de BPM low code, c'est quoi? C'est de vous offrir l'opportunité de pouvoir créer une application, répondre à ce besoin de demande d'investissement à travers quelque chose de très simple, d'intuitif, d'arrêter d'utiliser des fichiers Excel, d'arrêter d'utiliser du papier, a fortiori, de pouvoir ramener une couche d'abstraction dans votre ERP et de pouvoir vous affranchir aussi du développement spécifique, de pouvoir quand même faire des choses sur mesure, donc d'avoir l'avantage du développement spécifique, mais sans les inconvénients, avoir l'opportunité de pouvoir concevoir très rapidement ces applications à travers une interface intuitive. Le low-code, ça veut dire qu'on ne fait pas de code. On a une interface graphique dans laquelle on construit une application. Là, vous envoyez un petit exemple en screenshot au niveau de l'écran. Et puis, le BPM, l'avantage aussi, c'est qu'on peut quand même construire très rapidement. On a quelque chose de clé en main qui va être rapide et donc vous évitez d'aller chercher un produit sur mesure, un logiciel métier. Donc voilà, on réunit un petit peu le meilleur des deux mondes et on vous permet de trouver des solutions. Et c'est ça qu'on aimerait vous proposer aujourd'hui. Et alors, j'aimerais tout de suite vous faire participer. J'aimerais savoir, vous, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a présenté un petit peu les problématiques, l'historique qui existe chez vous, chez nos clients, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous gérez vos processus métiers? Voilà, une très nette tendance, gestion papier, gestion Excel, c'est assez amusant. Alors, bon, j'ai envie de dire, quelque part, tant mieux, c'est que vous êtes au bon endroit pour aller chercher des solutions qui vont vous permettre de passer au monde moderne, de passer en 2019 et de pouvoir arrêter, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées et qu'on va continuer à évoquer aujourd'hui, d'utiliser justement du papier, de pouvoir harmoniser, de digitaliser ces processus et de pouvoir amener justement, ce qu'on disait, toute cette gouvernance au sein de ces processus. Alors, on est OK, donc vous devez voir mon écran maintenant, génial. Donc ce que je souhaite faire à ce stade-là, avant de rentrer plus en détail dans l'application, on n'a pas envie de tout de suite rentrer vraiment trop dans les fonctionnalités. On avait envie de vous faire deux super retours qu'on trouvait très intéressants avec Thomas sur des clients qui ont eu ces problématiques, comme vous les avez aujourd'hui, qui ont typiquement qui étaient dans le même cas de vous, même cas d'usage, et qui ont trouvé des réponses avec une plateforme de BPM Low Code. Alors,
Le premier, c'est TransLink. C'est un client du Canada. C'est l'équivalent en gros de la RATP au Canada. C'est une grosse boutique. C'est 7000 salariés. En termes de demande d'investissement, c'est plus de 250 millions du coup de dollars qui passent à travers les services de finance autour de ces demandes d'investissement. Plus de 250 intervenants. Enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez lourd. Et typiquement, on était face aux mêmes problématiques. C'était géré par des documents. Donc, comme d'habitude, on avait du retard, on n'avait pas de visibilité, il y avait de la perte d'information et il y avait zéro gouvernance. Donc, globalement, ce qu'on voit ici, autant sur ces premiers exemples, on va se focaliser plus sur ce qu'ils ont pu mettre en place, et sur le deuxième exemple, on va se focaliser plus sur les fonctionnalités qui ont été créées. Et là, ce qu'on a vu, c'est que du coup, ce qui a été fait chez TransLink, c'est qu'ils ont digitalisé toute la partie P2P, et ils sont vraiment allés de bout en bout auprès de plus de 10 applications pour pouvoir vraiment digitaliser, pour harmoniser tous ces processus. Et du coup, aujourd'hui, on a les ROI qu'on est en droit d'attendre lorsqu'on digitalise les demandes d'investissement à travers, effectivement, on a des processus qui sont beaucoup plus rapides. On a eu une économie qui est quand même loin d'être négligeable et qui a dû probablement largement rentabiliser leur investissement de plus de 300 000 dollars quand même par année, ce qui est, je trouve, juste monstrueux. Et ce qui leur a permis du coup en plus de réunir toutes les fonctions, d'avoir tout le monde dans le même bateau, d'être de bout en bout et lié à tout ce processus. Le deuxième exemple que je souhaitais vous montrer, peut-être que du coup la marque vous parle un petit peu plus, peut-être pour ceux qui sont pour les plus manuels d'entre nous aujourd'hui, c'est Steel, c'est une marque tout de matériel forestier, notamment tronçonneuse, peut-être que vous connaissez cette marque. C'est aussi c'est une grosse boîte, c'est plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une société allemande. Et en fait, même problématique, process papier, les demandes d'investissement étaient faites limite à la main. Exactement l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Les personnes qui faisaient des demandes d'investissement n'avaient pas la bonne version du document, du coup les demandes devaient être refaites, perte de temps. Donc ça, eux, c'était vraiment le gagner du temps, puisque derrière tout allait en découler, c'était vraiment leur objectif numéro un. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment plus les fonctionnalités clés qui ont, alors à la fois à travers la digitalisation, mais vraiment les fonctionnalités clés, vous pouvez les voir sur la gauche, qui ont été sur lequel ils ont souhaité accentuer la digitalisation de leur processus, et à droite vraiment les bénéfices qu'ils en ont gagnés. On retrouve toujours un petit peu de manière classique la traçabilité. Eux, il y avait aussi toute une notion autour des documents qui étaient structurés et qu'ils avaient envie d'harmoniser, parce que c'était vraiment leur gros point faible de départ, et gagner un tiers de temps, 25 à 30% plus rapide. Enfin, l'objectif est rempli, j'ai envie de dire. Bien, mais écoutez, voilà pour ces deux exemples. On va vous proposer maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'on puisse vous présenter avec Thomas euh, les différentes briques de la solution qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui autour de K2. Ça va s'articuler de manière assez succincte et globale autour de quatre briques structurantes, et de vous montrer comment vos utilisateurs vont pouvoir du coup interagir, et comment ça se structure en termes de demande d'investissement. Alors, la première brique très importante, la partie workflow, on est vraiment là dans le cœur de la machine, dans le côté historique de K2. Et l'idée là, c'est de se dire, ok, donc j'ai ma demande d'investissement. Comment est-ce que, du coup, à quoi ça me sert? Le workflow, typiquement, va vous permettre de structurer votre demande d'investissement. Quelle va être la première phase, la personne qui va du coup initier la première demande, quelles vont être les différentes étapes de mon processus, gérer les différents seuils de validation en fonction des montants de demande d'investissement. C'est quand même une des bases un petit peu de ce genre d'application. Aller gérer des relances, aller gérer des escalades éventuellement quand une personne n'a pas pu valider la demande, aller gérer de manière complexe les différentes étapes un peu structurées d'une demande d'investissement telle qu'on est en droit de l'attendre. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est que Thomas prenne la main et qu'il puisse vous montrer comment concrètement ça se présente dans le designer K2. Donc voilà, là je suis connecté à mon designer de workflow, et finalement là vraiment mon concepteur, ce qu'il voit, c'est un dessin, et son principe pour concevoir son workflow, c'est ni plus ni moins que de dessiner. Et donc de part et d'autre de mon dessin de workflow, j'ai des petits panneaux de configuration qui vont me permettre d'enrichir mon workflow en fonctionnalités. Donc je retrouve des grandes fonctionnalités principales ici, des tâches, des mails, des nœuds de décision, etc., etc. Et je peux évidemment agrandir mon panneau pour retrouver toute ma batterie de connecteurs qui me permettrait d'enrichir mon workflow avec des intégrations avec mon système d'information. Et donc voilà, en tant que concepteur, si je veux rajouter des fonctionnalités à mon workflow, j'ai juste à en sélectionner une. Par exemple, ici, je prends une tâche humaine, je la positionne là où je veux. Donc là, par exemple, je la mets ici parce que j'ai envie d'insérer une tâche de validation
cet endroit-là. Et donc, je vais modifier le séquencement de mon workflow simplement en débranchant mes flèches et en les repositionnant comme je le souhaite. Voilà, maintenant que j'ai positionné et dessiné mon workflow, ce que je peux faire, c'est basculer du côté droit de mon écran où je vois que j'ai un autre panneau, cette fois de paramétrage, qui va me permettre de paramétrer ma tâche utilisateur. Là, en l'occurrence, une tâche utilisateur, ça demande pas mal d'informations, ça va demander les actions qu'on veut laisser à l'utilisateur pour traiter sa tâche. Est-ce que c'est juste j'ai terminé ma tâche, ou alors est-ce qu'on veut lui permettre de valider, de refuser, de demander une modification, ce genre de choses. J'ai un formulaire, des notifications, etc., etc. Je vais pas trop m'attarder dessus pour pas perdre les moins techniques d'entre vous, mais voilà dans l'esprit comment ça se passe pour concevoir des workflows avec le designer K2. Super, merci Thomas. Je reprends la main de mon côté. Normalement, vous retrouvez la partie workflow. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était très clair. Ce qu'on voit, c'est vraiment le côté, enfin, je trouve, en tout cas pour ma part, vraiment très intuitif, graphique. L'idée par glisser-déposer, on vient construire son workflow. On fait pas de code. Quand on reste dans K2, on peut construire comme ça très rapidement la colonne vertébrale de son application. Ça, c'est la première brique. Je vous ai dit, il va y avoir 4 briques pour comprendre comment est fait K2. Vous allez voir, ça va se dessiner au fur et à mesure. On a vu là, du coup, un petit peu la boîte noire, la colonne vertébrale de notre application, la manière dont on va venir la construire. Ce qu'il nous faut derrière, c'est permettre à vos utilisateurs de pouvoir interagir dans cette demande d'investissement. Donc, ce qu'il va leur falloir, c'est une interface. Une interface qu'on peut appeler interface homme-machine ou qu'on appelle, nous, formulaire. Et la partie formulaire, c'est du coup la capacité à vos utilisateurs de venir renseigner les champs, aux demandeurs de pouvoir saisir sa demande initiale, aux valideurs d'un certain seuil de pouvoir valider en fonction de la documentation qui aura été donnée, en fonction de différents paramètres qui lui permettront d'apprécier la demande qui a été faite, et puis ainsi de suite aux différents intervenants du workflow, de l'application, d'interagir dans ces formulaires. Ces formulaires, ils peuvent être disponibles sous différentes formes. C'est responsive, ça peut être depuis un ordinateur, ça peut être depuis une tablette, ça peut être en mobilité. On peut aussi même directement porter l'application sur iOS ou sur Android via des applications pour même pouvoir éventuellement les gérer en déconnecté. Quelqu'un qui serait dans l'avion et qui n'aurait pas le Wi-Fi, ça arrive encore, pourrait du coup avoir ses applications, tout son process, avoir peut-être 2-3 tâches de demande d'investissement à traiter. Il pourrait en prendre connaissance, consulter tous les documents qui seraient rattachés, valider ou pas, demander un complément d'information. Il valide tout, il est déconnecté. Puis lorsqu'il reçoit du réseau, eh ben écoutez, tout repart, tout suit dans son process, et puis les personnes d'après qui doivent intervenir sont directement notifiées pour que le process suive son cours, et ainsi de suite. Je vais laisser Thomas vous en parler un petit peu plus. Voilà, cette fois j'ai tâché de pas me tromper d'écran. Euh, Donc je me suis positionné maintenant sur mon designer de formulaire. C'est vraiment le même esprit que le designer de workflow. J'ai une zone de dessin au milieu où je vois que j'ai déjà disposé un certain nombre de composants. Et à gauche, j'ai un panneau de configuration qui va me permettre d'ajouter des composants justement sur mon formulaire. Et à droite, un panneau de propriété. Là par exemple, pour l'instant, j'ai sélectionné aucun composant de mon formulaire. Du coup, c'est directement les propriétés de mon formulaire que je vois avec le titre de celui-ci quand je l'affiche dans mon navigateur. Donc typiquement là, ma page d'accueil que j'ai ouvert en mode design, je l'ai aussi ouvert en mode utilisateur final à côté. Et donc je vois le titre ici, gestion achat, accueil. J'ai le titre le thème qui est utilisé ici sur mon formulaire qui s'appelle Blue Void, mais j'en ai une douzaine d'autres de disponibles pour pouvoir changer radicalement le look and feel de mon formulaire sans développement. J'ai juste à changer cette valeur dans ma liste déroulante et mon formulaire va changer d'allure. Et ensuite, si je veux enrichir mon formulaire avec des composants, je sélectionne ce composant dans ma boîte à outils et je fais un glisser-déposer. Donc là, si je veux rajouter un bouton, le mettre entre ma bannière et mes autres boutons d'action, je le sélectionne comme ça. Je lui donne des propriétés. Sur son panneau de droite, je peux voir par exemple ici, je veux pas qu'il s'appelle button, je veux qu'il s'appelle cliquer ici. Hop, du coup, je tape cliquer ici. Automatiquement, ce texte se met à jour. Je veux qu'il fasse 200 pixels de large, etc., etc. Et ensuite, maintenant, je pourrais rendre mon formulaire intelligent grâce à ce qu'on appelle des règles. Des règles au sens K2, c'est un événement déclencheur. Typiquement, je clique sur un bouton, mais ça peut évidemment être beaucoup d'autres types d'événements déclencheurs en fonction du contexte qu'on souhaite avoir, et des conditions et des traitements. Je vais enregistrer des informations dans un système, je vais démarrer un workflow, je vais actionner une tâche, etc., etc. Super, merci Thomas. Très très clair. Donc là, on l'a vu. On a maintenant deux parties dans notre approche
de la boîte à outils, de cette boîte à outils K2 qu'on vous présente aujourd'hui. On a vu qu'on a la boîte noire derrière, qui est du coup le cerveau un petit peu de l'application, la colonne vertébrale. On a mis un formulaire devant, donc maintenant on a une application qui fonctionne. On peut interagir avec des utilisateurs dans cette application, on peut mener de bout en bout un process, notamment une demande d'investissement. Du coup, on se dit, bah ok, très bien, moi je suis très content, là j'ai ma demande d'investissement, elle est fonctionnelle. Maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, bah, moi ce qui m'intéresse, c'est potentiellement qu'il y ait un document initial qui déclenche mon workflow, ou que je puisse aller chercher de la donnée, peut-être par exemple dans SAP, euh, pour aller chercher une référence fournisseur, par exemple, que je puisse aller peut-être générer un moment de la signature électronique, que je puisse après aller enregistrer mon document final, peut-être pourquoi pas dans du SharePoint comme on le voit là, dans du Box, dans du Google Drive aussi. On n'a même pas eu le temps de le mettre, vous voyez, mais on a annoncé récemment un nouveau connecteur aussi avec l'environnement Google et notamment Google Drive. Donc voilà, tout un tas de connecteurs qu'on a envie pour rendre notre application intelligente, et tout l'intérêt, c'est que ce soit interconnecté avec votre système d'information. Bah, pour ça, c'est très simple, on va utiliser des connecteurs. Les connecteurs K2, qu'est-ce que c'est? Ben, écoutez, c'est des connecteurs qui sont disponibles directement dans le designer que vous a montré Thomas, à la fois pour une partie workflow, pour une partie formulaire, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et on va directement venir brancher le bon tuyau. Aujourd'hui, Magette chez SharePoint, je branche SharePoint. Demain, ce sera Alfresco, et ben je brancherai un connecteur Alfresco. Et je peux de cette manière, rapidement, sans avoir à détricoter tout mon process, à chaque fois mettre ou si aujourd'hui mon CRM c'est Dynamics et que demain mon CRM c'est Salesforce, et ben je débrancherai mon connecteur de Dynamics, je brancherai mon connecteur Salesforce. Moi, mon application reste la même, je change simplement le tuyau d'entrée et d'arrivée de mon information, d'entrée et d'arrivée, d'entrée et de sortie d'information, et je garderai toute la structuration de mon application telle qu'elle a été faite. Alors ces connecteurs, ils peuvent être directement dans l'application, ça c'est tous les connecteurs qu'on met à disposition, c'est ceux que vous voyez ici. Ils sont directement préconfigurés. Vous avez juste à les utiliser et à les paramétrer. Après, vous pouvez sinon, si ce à quoi vous voulez vous connecter euh, expose des données sous forme d'API, de web service, ben, on a des connecteurs génériques pour ça. Et puis, quand bien même votre application serait un peu ancienne, un peu fermée, ben, on peut toujours créer un connecteur sur mesure pour venir s'y connecter et interagir, aller chercher de l'information, mettre à jour de l'information, enregistrer un document, etc. dans le système d'information. Alors concrètement, comment ça se traduit d'un point de vue concepteur? Je vais essayer de vous montrer ça le plus simplement possible. Donc je me suis repositionné ici sur mon navigateur, sur mon designer K2. Et ce que je voudrais faire, c'est, voilà, je suis sur un process de demande d'investissement. Très souvent, une demande d'investissement, elle est liée à un fournisseur. Et donc je voudrais vérifier que mon fournisseur, il existe dans mon ERP avant de pouvoir démarrer vraiment mon processus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un connecteur, en l'occurrence ici, mon ERP, c'est SAP. Et donc dans mon panneau de configuration, je vais aller retrouver au milieu de tous mes connecteurs, on peut en voir quelques-uns, Active Directory, DocuSign pour faire de la signature électronique, Google Drive, etc., etc. Et donc j'ai un dossier SAP dans lequel j'ai une BAPI qui va me permettre de contrôler l'existence d'un fournisseur. Je le rajoute sur mon workflow. Comme tout à l'heure, je débranche mes étapes pour modifier son séquencement et je vais paramétrer cette BAPI. Donc la BAPI, qu'est-ce qu'elle attend? En entrée, elle attend forcément le nom de mon fournisseur. Donc ici, je vais pouvoir récupérer le nom de mon fournisseur sur le formulaire de saisie de la personne. Là, je le retrouve ici. Je fais un glisser-déposer pour le mapper en entrée. Et je vais pouvoir récupérer en sortie, s'il existe, voilà, sous forme de booléen, oui ou non, et évidemment son code, ce qui peut être pratique si on veut récupérer en fonction du nom du fournisseur son code dans notre ERP. C'est aussi simple que ça. Super, bah, on le voit encore une fois, on vous parlait de facilité de conception. L'idée, c'est vraiment d'aller d'utiliser au maximum le designer. C'est ce à quoi on travaille à chaque fois pour vous permettre d'avoir quelque chose qui soit vraiment le plus fluide possible. On le voit encore, on fait pas de code. Thomas, là, il a réussi en 3 clics. Alors évidemment, il maîtrise, il a pris 30 secondes, ça vous prendra peut-être 2 minutes, mais enfin, l'idée, c'est de retenir que en 3 minutes, on est capable de venir se connecter à SAP, d'aller chercher, de voir si un fournisseur existe et de pouvoir l'afficher dans notre application pour pouvoir s'en servir dans le reste de notre process et venir enrichir notre expérience qu'on va avoir. Donc là déjà, on a vu, on est capable de créer une application, on est capable de s'y connecter, on est capable de venir interroger SAP, d'aller intégrer de l'information SAP dans notre processus et ensuite de faire dérouler le processus. Donc là, on a vu les 3 premières briques de notre boîte à outils, de notre outil K2.
workflow, formulaire, connecteur, et bien il reste la dernière partie à vous présenter, c'est la partie analytics, pour pouvoir du coup exploiter toute cette donnée, notamment dans le cadre des demandes d'investissement. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir savoir combien de demandes ont été générées, est-ce que j'ai une saisonnalité dans mes demandes d'investissement, combien de temps combien de temps prend la validation d'une demande d'investissement, quelles sont les tâches qui me prennent le plus de temps. Ça peut être intéressant pour savoir est-ce que j'ai des nœuds de blocage ou est-ce que je peux optimiser mon application. Et donc tout ça, ça va être des applications, ça va être des données, pardon, que vous allez avoir en natif dans K2. K2 vous fournit un reporting directement accessible depuis la partie graphique pour tous les utilisateurs qui peuvent en avoir besoin directement dans votre portail K2. Et puis après, il y a un deuxième point que je souhaiterais aborder avant de laisser la parole à Thomas pour vous le présenter. C'est le fait aussi que K2 expose ses données. Et ce qui va vous permettre, avec votre outil de BI, de pouvoir faire des très jolis camemberts, très jolis graphiques pour pouvoir les présenter en réunion et de faire des choses extrêmement intéressantes et de pouvoir du coup montrer de manière encore plus fine toute cette donnée qui va être extraite depuis vos applications demande d'investissement. Alors voilà un exemple de tableau de bord qu'on va pouvoir vous présenter, lié encore une fois à mon process achat. Donc là, typiquement, je me suis connecté à l'espace monitoring de mon application de gestion des demandes d'achat. Et ici, j'ai à disposition en fait un tableau de bord qui a été généré automatiquement par K2 à partir du moment où j'ai mis en place mon process achat. J'ai rien eu à faire si ce n'est commencer à utiliser mon application et K2 a généré ce tableau de bord automatiquement et l'alimente avec les nouvelles données au fur et à mesure que les utilisateurs interagissent. Donc ce que je peux voir, c'est que j'ai d'abord ici des petits badges avec des données assez haut niveau sur le nombre d'instances de processus qui ont été démarrés. Donc là, par exemple, mon process achat, depuis qu'il a été mis en place en avril 2018, on peut voir que j'ai 130 instances qui ont été démarrées. Il y en a encore 23 qui sont actives. Ça a généré 24 escalades, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais on a la notion d'escalade qui permet de garantir des délais de traitement en relançant des utilisateurs, en redirigeant automatiquement des tâches, voilà, pour simplement éviter les goulets d'étranglement et optimiser la durée de nos processus. C'est quelque chose qui est très important, on l'a vu d'un point de vue retour d'expérience de nos clients. Après, c'est des choses qui sont évidemment beaucoup plus graphiques, c'est toujours plus sympathique, notamment ici un petit graphe qui me permet de voir le nombre d'instances de processus qui ont été démarrés mois par mois depuis la mise en place du processus. Donc on voit que c'est assez variable en fonction dans notre contexte, des démonstrations qu'on fait. Après, j'ai les dernières instances qui ont été démarrées, j'ai accès à ce qu'on appelle le suivi graphique pour chacune de ces instances, je m'y attarderai un petit peu plus tout à l'heure. Je peux voir le détail des activités qui prennent le plus de temps sur mon process, et là on va constater que les phases de modification sont beaucoup plus chronophages que les phases de validation. Et voilà, j'ai encore d'autres graphes. Je peux ici retrouver les sous-processus liés à mon processus principal. C'est une capacité de K2 évidemment d'appeler des sous-processus qui est fort appréciable. Et voilà, donc ça c'est encore une fois quelque chose qui est totalement standard avec K2. Je n'ai rien à faire pour avoir à disposition ce tableau de bord, mais comme Yann le disait, K2 expose ses données. Et on va pouvoir faire des tableaux de bord beaucoup plus orientés données métiers, puisque là, on l'a vu, c'est des données très orientées processus. Si je veux voir des données métiers, je vais basculer sur une autre page de mon application pour du reporting. Alors là, c'est un petit peu petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, je vais l'ouvrir directement dans Power BI, puisque ce tableau de bord a été réalisé avec Power BI. On peut l'embarquer directement dans une application, ou alors, si ça ne nous intéresse pas, l'ouvrir directement dans Power BI. Et donc ici, j'ai par exemple une carte d'Europe. Mon entreprise, elle est 100% européenne, et je vais pouvoir voir le nombre de demandes d'achat qui ont été créées pays par pays. Donc on voit que c'est le Royaume-Uni visiblement qui en crée le plus, puisqu'ils ont le plus gros cercle. Mais en termes de montant, finalement, si je regarde ce petit camembert, même si le Royaume-Uni crée plus de demandes d'achat, c'est la France qui dépense le plus d'argent. Et voilà, ce qui est très intéressant avec Power BI, c'est que tous mes graphes sont interconnectés entre eux. Et donc si je sélectionne ici sur mon camembert France, je vais avoir un focus sur mes autres graphes pour mieux visualiser mes données. Génial. Bon, écoutez, je pense que ça y est, vous êtes des experts de la plateforme K2. Alors, j'espère que vous étiez bien attentifs, hein. Il y aura une question sur chaque brique de K2 qu'on a abordé. Non, je plaisante. Non, on va rassurez-vous. Mais maintenant, vous devez y voir un petit peu plus clair. Donc, les 4 briques structurantes de K2, le workflow, le formulaire, les connecteurs. Et puis derrière, pour pouvoir exploiter toute cette donnée et avoir pour tous les sujets évidemment d'audit, de gouvernance, de pouvoir analyser a posteriori toutes ces données, toute la partie analytics. Je vous propose maintenant, une fois qu'on a vu déjà un petit peu, on a déjà finalement soulevé un petit peu le moteur de K2, on va vous proposer de vous faire une démonstration. Thomas va vous montrer concrètement d'un point de vue utilisateur ce que ça représente et ce que ça implique d'utiliser K2
pour pouvoir gérer un processus d'investissement. Alors là, on a pris en exemple une demande qui s'appelle gestion achat. Évidemment, c'est tout à fait la même logique, une idée de validation de seuil, de différentes strates de validation. Et puis derrière, il a enrichi en plus cette demande, vous allez voir, avec des connexions à un système d'information qui vont permettre vraiment d'enrichir l'expérience qu'on va pouvoir en retirer. Merci Yann. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé cette fois sur la page d'accueil de mon application de gestion des achats. Donc, voilà, c'est une application qui se veut très simple pour une démonstration rapide. Voilà, le temps que je retrouve mon curseur, j'ai une petite bannière avec le logo de mon entreprise, le nom de l'application, la personne qui est connectée au formulaire et l'heure à laquelle il a chargé son formulaire. Donc là, je suis connecté en tant que moi-même, Thomas Poto di Borgo. On verra plus tard dans la démonstration que je vais changer de casquette et donc d'utilisateur pour traiter ma demande. Mon utilisateur Thomas Poto di Borgo, il a des autorisations qui lui permettent non seulement de démarrer une demande d'achat, mais également d'accéder à un espace de configuration. Peut-être que je vous le montrerai si on a un petit peu de temps en fin de session. Et il a également la possibilité d'accéder à du reporting et à du monitoring que je vous ai déjà montré en avant-première un petit peu plus tôt. Après, quand on parle de workflow, vraiment l'incontournable, ça va être ma liste des tâches. Et donc ici, je retrouve les tâches que Thomas Poto di Borgo a à traiter concernant ce process achat. On a filtré cette liste des tâches sur le process achat, mais on pourrait avoir une liste des tâches plus globale avec d'autres tâches éventuellement. Et dernièrement, sur cette petite page d'accueil, j'ai une liste des demandes que j'ai créées et qui sont en cours de validation. Donc on voit que j'en ai quand même pas mal qui sont dans les tuyaux. En général, on lance une démonstration, on ne va pas jusqu'au bout, mais j'ai la possibilité, si je veux, de changer de visibilité pour voir toutes les demandes que j'ai créées, celles qui sont encore en cours de validation, mais également celles qui sont terminées. On voit que je peux avoir des codes couleurs qui me permettent de visualiser voilà, celles qui sont en retard, celles qui sont terminées, validées, etc. Et puisque j'ai un profil d'administrateur, j'ai également la possibilité de consulter absolument toutes les demandes d'achat de ma plateforme depuis que le process a été mis en place. Et donc, on peut voir que voilà, j'ai créé les 2 dernières demandes d'achat. Elles sont urgentes, mais pas encore en retard. Par contre, Jean, qu'on a créé une le 6 juin, on a créé une au statut urgent également, mais qui est en retard. Et on peut voir aussi que Jean, il est rattaché à la France, alors que moi, je suis rattaché au Royaume-Uni. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que sans plus tarder, je vais cliquer sur mon bouton pour accéder au mon formulaire de demande de nouvelles demandes d'achat. Et donc voilà, c'est un formulaire encore une fois qui se veut très simple. Cette fois, il est non plus destiné à de la consultation, mais vraiment à de la saisie. J'ai des champs qui sont obligatoires, matérialisés ici par des petites astérisques. Évidemment, si j'essaye de descendre en bas de mon formulaire, de cliquer sur le bouton envoyer, pour l'instant, j'ai un message d'erreur qui me signifie que j'ai pas renseigné des informations qui sont obligatoires au bon fonctionnement de mon process, et donc je peux pas passer à la suite. Heureusement, pour gagner un petit peu de temps sur ce webinaire, je me suis créé un petit raccourci. Quand je clique ici, ça me remplit automatiquement mon formulaire. Donc on peut voir, j'ai une date d'échéance. Comme je disais tout à l'heure, ça me permet de calculer un niveau de priorité de mon process. Évidemment qu'une date d'échéance très proche, ça va générer un process plus prioritaire qu'une demande moins urgente. J'ai un titre pour retrouver un petit peu plus ce que concerne ma demande d'achat dans mon dashboard que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai un fournisseur avec son adresse email. On va voir tout à l'heure que c'est important parce que mon process achat, une fois que ma demande est validée, elle va générer un bon de commande sous forme de fichier PDF qu'on va émettre en signature DocuSign au fournisseur. Et donc voilà, c'est à cette adresse email que va être émis le bon de commande. Et ici, on peut voir des instructions qui sont données au fournisseur. Et donc, on peut y mettre de la mise en forme si on le souhaite. Alors, je vois que mon formulaire c'est un petit peu mal rempli, donc je vais juste modifier ça. Hop, je veux m'acheter un bureau. Hop, donc je vois que j'ai plusieurs éléments dans mon catalogue qui correspondent à mon critère de recherche. Donc voilà, je veux acheter un bureau, et pour aller avec ce bureau, j'ai envie d'acheter un fauteuil. Donc je tape fauteuil dans ma barre de recherche, et là pour le coup, j'ai qu'un seul article qui correspond à mon critère de recherche. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur la liste de mon panier, un petit peu comme sur un site d'e-commerce, j'ai voilà mes quantités, mes prix unitaires, un sous-total qui est calculé pour chacune de mes lignes et un grand total à la fin. Dernièrement, sur ce formulaire, là, je peux déjà le soumettre. J'ai renseigné tous mes champs obligatoires.
Par contre, j'ai encore des fonctionnalités qui sont très pratiques quand on parle de workflow, c'est la notion d'historique métier. Et c'est vraiment de ça qu'on parle quand on est sur ce bloc de commentaires et sur ces pièces jointes. Ici, je vais pouvoir expliquer encore plus en détail pourquoi je veux créer cette demande. Donc voilà, je vais dire blabla parce que je suis pas très bavard. Je pourrais rajouter un devis, pourquoi pas, enregistrer ma demande comme brouillon ou alors l'envoyer directement en validation, ce qu'on va faire tout de suite pour gagner un petit peu de temps. Voilà. K2 me confirme que ma demande a été enregistrée sous couleur 102. Il a enregistré tout, mes commentaires, etc. Et ça me permet vraiment de générer un historique métier qui trace vraiment toutes les actions qu'ont faites mes utilisateurs. Je suis redirigé sur ma page d'accueil. En tant que Thomas Pozzo-di-Borgo, donc le demandeur de la demande numéro 102, j'ai pas plus de travail à effectuer. Donc ma liste des tâches, elle ne s'est pas enrichie d'une tâche supplémentaire. Par contre, ce que je peux voir, c'est que j'ai une nouvelle demande qui a été rajoutée sur ma page d'accueil, qui est au stade de validation avec un seuil de 0 €. J'ai un lien ici qui va me permettre de visualiser ce dont je vous parlais, le view flow. Donc graphiquement, en fait, c'est le déroulement de mon processus. Je vais le laisser se charger un petit peu, parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Donc ici, je vois vraiment graphiquement comment se déroule mon processus avec des couleurs. Donc, on voit toutes les étapes par lesquelles je suis passé en vert. Le point d'entrée est ici, évidemment, quand j'ai renseigné ma demande. Ensuite, on a une phase d'initialisation. On est parti directement sur la phase de validation. Si je vais enregistrer comme brouillon, je serai parti sur la droite de mon workflow plutôt que sur la gauche. Et ensuite, on en est rendu à l'étape ici, en bleu, de validation par seuil. Et donc, ici, en fait, on va pouvoir, à chaque seuil de validation, valider ou refuser. Et en fonction de ça, mon process va prendre un chemin différent. Et donc cette boucle ici va s'exécuter autant de fois qu'on a dépassé de seuil. Donc là, en l'occurrence, j'ai une demande qui fait moins de 1000 €. Donc elle va ne s'exécuter qu'une seule fois. Mais si j'avais une demande qui excédait 1000 €, j'aurais une deuxième phase de validation. Si j'avais une demande de plus de 500 000 €, je pourrais avoir 3, 4 phases de validation. Voilà, ça c'est un process qui du coup est très générique, mais c'est une façon de le penser. On pourrait le penser totalement autrement, avec une première phase de validation par un manager, une seconde phase de validation par un responsable d'unité, puis après un directeur financier si on dépasse des certains seuils, etc., etc. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une fois que ma demande d'achat, comme je vous le disais, est terminée, on va générer un bon de commande et on va démarrer un sous-processus de signature du bon de commande par le fournisseur. Et une fois que tout est terminé, on met juste à jour le statut de la demande, on pousse tout dans chaque. Donc voilà, là j'en ai terminé avec Thomas. Ce que je vais faire, c'est que je vais enfiler ma casquette de manager pour passer à la partie validation. Et donc bon, ça se passe dans une deuxième fenêtre de navigation. Ici, alors elle n'est pas sur le bon écran. Je la bascule, voilà. Donc ici, je me suis connecté avec le responsable de la première phase de validation en tant que Eric, donc. Et on peut voir que sur sa liste des tâches, il a bien une tâche pour la demande numéro 102 d'un montant de 450 €. J'ai un petit point d'exclamation ici simplement pour me signifier que cette demande est urgente. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai pas le même profil que Thomas et donc je n'ai pas accès à la partie administration de mon application demande d'achat. Et pareil, je ne peux visualiser que les demandes d'achat qui concernent mon pays. Je ne peux pas voir toutes les demandes d'achat de mon application. Et donc, ce que je peux faire ici au niveau de ma liste des tâches, j'ai un petit menu déroulant qui va me permettre d'ouvrir mon formulaire pour traiter ma tâche. Je peux accéder au suivi graphique que je vous ai déjà montré. Je peux rediriger ma tâche. Si je suis un peu débordé, peut-être que je peux la rediriger à un assistant, à un collègue, ou alors, je sais pas, il y a une erreur de routage. Enfin voilà, je peux rediriger ma tâche. C'est quelque chose qui est totalement standard avec K2 et qui est fort appréciable à bien des égards. Voilà. En parallèle de cette tâche que j'ai reçue dans ma liste des tâches, j'ai reçu un email. Évidemment, je ne suis pas forcément toujours connecté à mon application demande d'achat et à ce moment-là, je peux recevoir des emails ou au contraire, je peux ne pas en recevoir. C'est totalement optionnel si on ne veut pas spammer nos utilisateurs, mais c'est quelque chose qui est totalement possible avec K2 qui récapitule les informations de ma demande d'achat. Ici, on a mis quelque chose de très simple, le numéro de référence, le demandeur, le montant total, mais on pourra avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Et ça peut être utile, je vais y venir. J'ai un lien vers le formulaire pour traiter ma tâche, où je peux traiter ma tâche directement depuis ma notification en répondant à celle-ci avec des mots-clés. Et donc, c'est dans ce cas de figure-là, finalement, que c'est très pratique de pouvoir mettre plus d'informations dans notre email, parce qu'on peut très bien imaginer un manager qui est en déplacement à l'étranger, il est dans son taxi, donc il n'a pas accès au réseau de son entreprise, il n'a pas son ordinateur à disposition, il va juste prendre son smartphone, répondre à son email
valider, et puisqu'il a toutes les informations nécessaires à sa prise de décision dans l'email, ça lui suffit largement, il n'a pas besoin de se connecter à l'application pour traiter sa tâche. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que 3 minutes plus tard, j'ai reçu un deuxième email, toujours concernant ma demande numéro 102, mais cette fois avec un fond rouge, l'importance haute, pour me signifier bah voilà, que ma demande d'achat, elle est en attente depuis trop longtemps et que ça serait bien que je me dépêche de la traiter. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion d'escalade. On va pouvoir relancer un délai. Dans un cas de figure classique. Donc, apparemment, c'est un petit peu coupé. Donc, je me répète. Je dis juste, voilà, là, on a mis 3 minutes comme délai de relance, mais on peut mettre des délais beaucoup plus réalistes dans une situation de production plutôt qu'une situation de démonstration. Bon, j'avais pas envie d'attendre la semaine prochaine pour vous montrer la notion d'escalade. Ça aurait été dommage de réorganiser un webinaire juste pour ça. Alors, je réduis ma fenêtre Outlook et je vais double-cliquer sur ma tâche pour ouvrir mon formulaire qui me permet de la traiter. Donc là, je retrouve finalement les informations que Thomas avait saisies tout à l'heure. Cette fois, elles sont en lecture seule, parce que moi, j'ai pas de destinée à traiter, à modifier ces informations-là, je veux juste les valider. Mais je retrouve ici l'historique métier dont je vous parlais. Voilà, on voit que Thomas Pozzo-di-Borgo, il y a 6 minutes, il a cliqué sur le bouton envoyer, on était en phase de brouillon, il a mis le commentaire blablabla, pardon. Et moi, ce que je peux faire, c'est simplement valider ou refuser. Si je refuse, il faut que je fournisse un commentaire pour justifier ma décision. En revanche, si je veux juste valider, je peux cliquer sans fournir plus d'explications que ça. On va simplement tracer dans l'historique métier le fait qu'on a cliqué sur le bouton valider à telle heure. Donc voilà, Cadem me confirme que ma tâche est traitée. Si je suis redirigé sur ma page d'accueil, je vois que je n'ai plus ma demande numéro 102 dans mon panier de tâches, parce que j'ai bien fait mon travail. Voilà, donc là, normalement, ma demande, elle a dû avancer. Si je me repositionne chez Thomas, que je rafraîchis ma liste des demandes, on peut voir que maintenant, elle est passée au statut en cours de signature, alors qu'elle est tout à l'heure en phase de validation. Comme je le disais, on est à un seuil inférieur à 1000 euros, donc il n'y a qu'une seule phase de validation. Et mon process a avancé en conséquence. On voit qu'on est en train, à l'heure actuelle, de générer un bon de commande au format PDF. Je disais, on est en train de générer un bon de commande au format PDF et on va les mettre en signature dans DocuSign à notre fournisseur puis à notre demandeur. Et donc voilà, là ça y est, le document a été généré et on a démarré notre processus de signature. Je vais pouvoir normalement basculer dans la boîte mail de mon fournisseur pour enfiler ma 3e casquette de la journée, même 4e puisque j'ai été aussi concepteur en tout début. Et si je rafraîchis ma boîte mail, voilà, j'ai reçu un email ici qui me dit voilà, j'ai la demande d'achat numéro 102 à signer pour Cas de France. J'ai un lien ici qui m'invite à ouvrir mon formulaire pour traiter cette signature. Et donc là, je suis sur une interface qui est vraiment 100% DocuSign. Hein. Je dois accepter des histoires de cookies, etc. Et ici, je retrouve mon bon de commande au format PDF. Comme on peut le voir, j'ai à peu près les mêmes informations que tout à l'heure. Simplement, j'ai en plus ici le code article qui n'était pas affiché au demandeur. Par contre, le fournisseur, ça peut être intéressant qu'il ait son code article dans son catalogue pour vérifier ses stocks. Et ensuite, j'ai la possibilité, évidemment, et c'est ce qui nous intéresse, de générer ma signature électronique. Et donc, je vais pouvoir la positionner dans l'encart prévu à cet effet. Et donc voilà, il me propose une signature par défaut, ou alors si j'avais un écran tactile, alors là je partage pas mon écran tactile malheureusement, donc je vais me contenter d'une signature par défaut, mais je pourrais dessiner une signature ici et la poser sur mon document PDF. Voilà, je veux qu'elle soit plus grande, je l'agrandis, et maintenant que j'ai signé mon document, je peux cliquer sur terminer. Et ce document signé par le fournisseur maintenant va être envoyé au demandeur de la demande d'achat pour qu'il le signe à son tour. Et une fois que les deux personnes ont bien généré leur signature, ce que K2 va faire, c'est qu'il va récupérer automatiquement ce document signé et il va aller le pousser dans une bibliothèque SharePoint. Alors, j'ai fait une erreur en fermant tout à l'heure mon navigateur, donc je vais me repositionner sur
sur mon site SharePoint avec ma bibliothèque en l'occurrence de bons de commande. Donc là, je suis sur un site SharePoint qui n'est pas du tout personnalisé, dans laquelle j'ai une bibliothèque de documents avec mes bons de commande et je vais ici retrouver tous les bons de commande signés au préalable. Là, pour le coup, on n'a pas fait la signature du demandeur, donc je vais ouvrir un bon de commande qui est déjà existant. Mais dans l'esprit, ça va être absolument la même chose. Hein. Je regarde ici, je retrouve mon document signé avec mes deux signatures. Et si je retourne sur SharePoint, ici Belle on peut voir. signature, Thomas. Oui, merci beaucoup. Ça, je me suis bien appliqué pour l'écrire celle-là. Et donc ici, la seule métadonnée qu'on a mis de personnaliser, c'est simplement le numéro de la demande d'achat, mais on pourrait pousser le vice beaucoup plus loin en collectant beaucoup plus de métadonnées que ça. Voilà, j'en ai terminé avec ma démonstration d'un point de vue utilisateur final. Il nous reste assez de temps, je pense, pour dérouler la fin de la présentation et puis prévoir une petite partie questions-réponses. Bravo Thomas, pile dans les temps, c'était très clair. Donc là, vous l'avez vu, on a utilisé notamment, en tout cas, on vous a montré vraiment les trois premières briques qu'on a pu évoquer, la partie workflow telle qu'elle a été construite, telle qu'on l'a vous montré tout à l'heure, la partie formulaire, l'interface que Thomas a utilisée pour saisir ces informations, et puis également, vous avez vu les intégrations qui ont été faites, la partie connecteur où il est venu intégrer dans le workflow du DocuSign, il est venu intégrer du SharePoint pour aller directement enregistrer le document signé dans SharePoint. Voilà. C'est typiquement la manière dont nos clients et dont on guide nos clients pour réaliser des applications au quotidien. Et donc, on est dans le typique de ce qu'on peut mettre en place, les solutions qu'on peut vous apporter pour pouvoir digitaliser et optimiser vos processus CAPEX. J'aimerais terminer sur un dernier slide avant la partie questions-réponses et puis je vous demanderai d'intervenir aussi, donc restez attentifs. Je vous demanderai d'intervenir juste avant les questions-réponses et je voulais simplement vous élargir un petit peu le sujet, pouvoir vous imager un petit peu d'autres clients qui ont également eu ce genre d'enjeux. Vous voyez un petit peu eux quels ont été les enjeux et les attentes autour de cette digitalisation, leur demande d'investissement et ou d'achat. Donc vous avez certains de nos clients français. J'aurais pu également, quand on parle de nos clients français, vous dire que aujourd'hui c'est à peu près 250 clients en France, dont une grande partie du CAC 40. J'aurais pu vous parler de Rocket, j'aurais pu vous parler de Total, j'aurais pu vous parler de la Société Générale, de Vinci pour les grosses sociétés, j'aurais pu vous parler du Stade de France ou de Disney, de l'Assemblée nationale aussi pour nos clients du secteur public. L'idée, c'est de vraiment à chaque fois de pouvoir mettre en face de vos besoins une application métier à travers le designer qui va pouvoir répondre à vos attentes et surtout d'uniformiser la manière dont vous faites vos applications métiers en vous appuyant du coup sur K2, sur une techno qui a 20 ans d'existence, qui est très mature et sur lequel nous, on sera ravis en France de pouvoir vous accompagner si vous avez des sujets. Est-ce que je peux vous solliciter sur une dernière question? J'ai mon assistant de questions qui va afficher tout de suite la question, je plaisante. L'idée, c'est de savoir aujourd'hui, vous, une fois qu'on s'est dit tout ça, après la question après la présentation de Thomas, savoir si vous avez aujourd'hui des projets d'investissement et ou d'achat. Alors, on s'est un petit peu amusé avec les propositions. N'hésitez pas à répondre de manière tout à fait transparente. Hein. Si vraiment vous avez juste aimé la problématique, n'hésitez pas à cocher non. Mais voilà, sinon ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus et de connaître surtout. C'est intéressant de pouvoir reboucler sur les statistiques qu'on a pu voir avec Price en début de présentation, de pouvoir reboucler aussi avec finalement vos enjeux autour dont on a quand même vu la majorité d'entre vous qui sont encore aujourd'hui avec des process Excel et ou papier. Donc j'imagine quand même que les réponses vont être diversifiées. Donc je vous laisse y répondre. La plupart d'entre vous ont voté. On va se donner encore quelques secondes. Allez-y pour les derniers. Vous êtes quand même dans la norme et dans ce qu'on voit au quotidien chez nos clients de par leurs problématiques. Et donc j'espère que vous réussirez à trouver les bonnes solutions pour pouvoir du coup mettre fin à vos process Excel et papier et pouvoir rentrer dans le 21e siècle avec le reste de nos clients. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, c'est de se prendre 5 minutes. On est pile dans les temps et de pouvoir passer à une partie de questions-réponses. On se fera un plaisir avec Thomas d'y répondre. Et puis, si jamais on bloque sur certains sujets, soyez sûr qu'on y répondra dès que possible. Encore une fois,
Merci à tous, merci à toutes. Vous aurez la possibilité, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, allez-y, courez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Éventuellement, comme disent les YouTubeurs, mettez des pouces bleus, clochez la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et d'ici quelques jours, Souina chez nous sera ravi de vous diffuser cette vidéo. Vous pourrez nous entendre, nous réentendre, écouter Thomas à foison et voilà et profiter de cette vidéo qui sera en ligne très prochainement. On vous remercie, on est à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit pour des POC, que ce soit pour des informations, que ce soit pour en savoir un petit peu plus sur de quelle manière le pricing de K2 est constitué. On sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup et excellente journée.